notre société. Bienvenue à votre émission préférée dénommée l'affaire politique. Oui, une émission inédite, une émission 100% en français, une émission sans filtre et surtout sans réserve. Aujourd'hui, nous recevons un homme de marque exceptionnelle, un acteur de la société civile et aussi acteur politique au sein de notre Bas Maliba. Sans plus tarder, nous allons lui laisser la parole pour qu'il se présente à vous et qu'il vous salue un tout petit peu sur toutes les plateformes de l'ouverture média, de la page Facebook ainsi qu'à la chaîne YouTube. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci à vous également. Merci à tous ceux qui nous regardent actuellement à travers le monde entier. Merci à tout le personnel. Et voilà, merci aux inconditionnels. Très heureux de vous accueillir sur le plateau ici. Le plaisir est partagé. Merci. Et comme à l'accoutumée, nous avons l'habitude de parler sur le parcours de nos invités pour savoir que nos invités ne parachutent de nulle part. Aujourd'hui, place à notre invité de marque, Monsieur Drissa Mementa, juriste de formation, journaliste, animateur, communicateur et chroniqueur. Il obtient son diplôme d'études fondamentales en 2002, puis son bac en sciences humaines en 2005. 2 ans plus tard, il devient détenteur du DEUG-2 à la faculté des sciences juridiques et politiques. Monsieur Drissa Mementa fut confirmé licencié et maîtrisard à la faculté des sciences juridiques et politiques entre 2007 et 2009. De 2017 à 2020, Monsieur Drissa Mementa fut président de l'association Agir pour servir de Konobougou. De 2018 à 2020, il fut président du collectif Éveil de conscience. Il est aussi membre du cadre de concertation de la Commission nationale des droits de l'homme. Monsieur Drissa Mementa est activiste social et en défense des droits de l'homme. Il est aussi chargé de la communication du mouvement Yereolo Debout sur les remparts. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'était bien. Aujourd'hui, nous parlerons des points suivants. Il s'agit du retrait brutal de l'aménagement de Kidal. Quelles sont les causes et les conséquences? Et sans plus tarder, le deuxième thème portera sur les délestages intempestifs de l'EDM. Pour avoir plus de compréhension, pour que le maximum de jeunes et le maximum de la population soit imprégné des réalités politiques de notre société, nous vous demandons encore de bien vouloir commenter les interventions de notre invité pour qu'il se rende compte de votre vision, parce que toutes ces communications visent à éclairer vos lanternes. Et sans plus tarder, Monsieur Mementa, nous avons constaté que dans ces 2 jours, l'aménagement a fait un retrait brutal. Un retrait sans pour autant faire des consultations avec nos forces de défense qui sont aux alentours de la ville de Kidal pour leur imprégner des réalités auxquelles la population fait face. Et du coup, quelle analyse faites-vous de ce retrait brutal de la part de l'aménagement? Quelles sont les véritables causes qui font que ces forces se retirent sans pour autant passer la main à nos forces de défense? Merci beaucoup, Sampara. Merci pour la biographie. C'est normal. Peut-être s'il y a un petit truc à ajouter, que j'ai obtenu également le diplôme de la vie. Entre 2006 et 2007. Le diplôme de la vie. Oui, waouh, toutes mes félicitations. Voilà, parce que au fait, 2006-2007, j'ai failli être SDF à Bamako. Ah bon? Ah oui, j'ai failli être SDF parce que j'étais chez mon tonton qui était militaire dans la base A. Donc après avoir eu le bac, lui,
il est parti en retraite. Donc, il s'est retiré pour aller à Djalakoroba. Et moi, je n'avais personne à Bamako à l'époque. Mon grand frère avait une chambre qu'il louait. Lui aussi, il a été muté pour partir à Nyono. Donc, moi, je suis resté seul dans la chambre. Quelques mois plus tard, c'était l'hivernage. La pluie a fait que la chambre s'est écroulée. Et le propriétaire de la maison n'a pas voulu que nous réparions la maison. Et comme ça, j'avais plus où aller. Le papa a appelé des amis, des frères, beaucoup de personnes. Tout le monde disait, bon, si c'est pour venir manger, ok. Mais si c'est pour dormir, il n'y a pas de place. Tu vois, non? Donc, j'ai galéré un peu. Oui, tout à fait. Jusqu'à la dernière minute, quelques mois plus tard, j'ai un ami qui s'appelle Mama Yalkoué. Il a échangé un peu avec son père. Et voilà, donc son papa a décidé de m'héberger. Donc on partageait une chambre. On était environ 8 à 9 comme ça. 8 à 9 8 à 9 personnes dans la même chambre. Tu dans vois, la même famille ou dans la même chambre? Dans la même chambre. Dans la même chambre. Une chambre qui devrait contenir à peu près 2 ou 3 personnes, mais on était 8 dedans. Mais bon, que faire jusqu'à ce jusqu'à ce que mon cousin, quand lui, il a su que je suis dans cette situation, il est d'ailleurs, actuellement, il est le secrétaire général du ministère de la fonction publique, je le salue, Mamadou Konta. Et il m'a amené chez lui à la maison. Wow. Et j'ai pu comme ça terminer les études. Et voilà. Toutes mes félicitations. Après tous ces tracasseries, ces difficultés. Merci. Ça a été un diplôme pour moi. Ça a été un diplôme de la vie. Ça m'a beaucoup forgé. Ça a fait que ça peut être dur à des moments, mais je suis jamais dépassé parce que j'ai déjà vécu des moments très difficiles. Maintenant, on va revenir à Moïton. Oui. Ça crée de l'émotion. En ce qui concerne l'aménagement, il faut juste noter que depuis le départ, c'est-à-dire le truc était biaisé. Depuis le départ, c'est-à-dire le truc était biaisé et piégé. Biaisé et piégé. Biaisé et piégé. Biaisé et piégé. Parce qu'au fait, la mission n'était pas venue pour nous aider. À la base, depuis avant 2012, il y a l'ex-président, paix à son âme, Amadou Toumani Touré, qui a vu le nord du Mali se transformer en un refuge de terroristes. Il a voulu à l'époque qu'avec les pays limitrophes, ou la sous-région, ou même avec les pays africains, il a demandé à ceux qu'à l'époque, ces pays-là se donnent la main pour mettre en place une force qui puisse combattre ces terroristes-là. Parce que depuis à l'époque, lui, il a vu le danger venir. Mais personne ne lui a écouté. Et après, ça n'arrangeait pas beaucoup parce qu'au fait, ces terroristes qui étaient dans la région de Kidal et un peu vers Menaka, c'était soit des ex-combattants venus de l'Algérie, soit d'autres parts. Donc, beaucoup voyaient leurs déchets chez nous. Donc, ils ne voulaient pas que ces gens-là retournent chez eux. Et après, à l'époque également, il y avait d'autres puissances qui avaient d'autres mandats et eux également comptaient sur ces forces-là pour déstabiliser le Mali. Donc, l'initiative était là. Maintenant, avec la crise en 2012, après que les terroristes ont commencé à attaquer, et juste après même, comment dire là, juste avant, même après l'arrivée de Serval, l'initiative, c'était de mettre en place une force africaine. Une force africaine qui allait être dotée des moyens, qui allait être dotée des capacités pour combattre les terroristes, aider le Mali à se libérer, à combattre le terrorisme. Mais vous savez, à chaque fois que des initiatives africaines sont souhaitées comme ça, il y a des puissances extérieures qui n'en veulent pas, qui essaient de tout faire, soit pour dissuader, soit pour empêcher, ou bien pour saboter. Vous avez vu, la première force qui est venue, qui était MISMA, avant MINUSMA, c'était composé que des Africains. Mais ils ont tout fait pour bloquer cette force-là. Cette force manquait de moyens, manquait de personnel, manquait de tout. Ils ont demandé à ce que les Nations Unies puissent les fournir du moyen, tout et tout. Mais ça n'a pas marché parce que d'autres personnes, d'autres puissances avaient d'autres idées derrière la tête. Et c'est comme ça que la force a été transformée en MINUSMA.
MINUSMA financé par les Nations Unies et après la demande de la France. Parce que quand Serval est venu, Serval a demandé à ce que les autorités de l'époque font appel également aux forces onisiennes. Donc comme ça, la MINUSMA est venue comme ça. Pourquoi je dis que depuis le départ, comment dirais-je, c'était un truc biaisé et piégé? Parce qu'en fait, c'était pas pour libérer le Mali. J'ai eu l'impression que la MINUSMA était venue au fait pour empêcher l'armée malienne de s'organiser, de grandir afin de pouvoir occuper le territoire. Mais en faisant quoi? En faisant quoi? Quand la MINUSMA est venue, les zones sensibles ont été occupées par la MINUSMA. Et l'armée était presque en retraite. Vous avez vu la zone de Gao, Menaka, Sévaré. Voilà, la zone rouge a été presque occupée par les forces onisiennes. Et sur des bases, sur des camps qui étaient très stratégiques et très sensibles. À l'époque, l'armée malienne était sous tutelle. À l'époque, on ne pouvait pas acheter des armes. Surtout des armes qu'on avait besoin. On ne pouvait pas acheter des avions ni des drones. Est-ce que vous voyez? Donc, l'armée était amputée de toutes ses capacités à pouvoir s'organiser. Qui nous empêchait à faire ça? La France et ses alliés. Parce qu'il y avait à l'époque une résolution. Faute de nos dirigeants ou faute de la France? Faute de la France. Faute de la France. Parce qu'à l'époque, nos dirigeants, je peux dire, ils n'ont pas eu le courage d'affronter la France. Parce que Tshisekedi disait la fois passée, lors de leur sommet ou forum, il disait que lui ne tente pas de construire des ponts, mais plutôt des murs. Parce qu'il ne remet pas en cause le président français Macron. Il ne le connaît pas comme menteur, que tout ce qu'il fait est politiquement correct. Mais qu'ils savent que nous, les dirigeants africains, nous ne sommes pas sérieux. Est-ce que ce n'est pas une suite logique de ce que lui, il voyait depuis fort longtemps de la part de nos dirigeants? D'abord, ça m'amène à poser quelques questions. Si j'ai dit qu'il parle comme ça, est-ce que quand il demande à la Belgique de présenter des excuses au Congo, est-ce que c'est pour dire que la faute incombait aux Congolais d'avant ou bien au roi belge? Pourquoi il demande au roi belge de demander des excuses? Pourquoi? Il y a eu des abus. Alors, pourquoi il ne s'accuse pas? Pourquoi il n'accuse pas ses arrière-parents? Mais actuellement, il accuse tous les dirigeants. Non, j'ai compris. J'ai dit c'est très facile quand on a peur de l'autre de s'accuser. C'est-à-dire il y a le sentiment de culpabilité qui est là, qui est créé chez les opprimés afin de les empêcher de se battre contre l'oppresseur. À chaque fois que tu essaies de bouger, de te battre, on va te montrer, on va te dire non, ce n'est pas l'autre. C'est toi-même le problème. Donc, tant que tu vas continuer à penser que c'est toi le problème, tu ne vas jamais ni comprendre, ni vouloir te battre contre l'oppresseur. Tu vas te battre contre tes frères, contre tes sœurs, contre tes parents. C'est stratégique, C'est stratégique, quoi. On crée chez l'oppressé le sentiment de culpabilité. Et il va tout le temps se reprocher des choses, il va tout le temps se croire la coupable. Mais pourtant, le même Tshisekedi qui n'a pas le courage d'accuser la France ou la Belgique a le courage d'accuser le Rwanda. Et pourtant, lui aussi est un président. Lui aussi est le président d'un autre pays qui n'est pas le Congo. Peut-être celui-ci a su aussi qu'il n'est pas parce que celui-ci est africain. Oui. C'est tout. Parce que c'est direct africain. Parce que Paul Kagame est africain. Je ne suis pas là en train de dire que Paul a raison. Non. Parce que moi, c'est vrai, Paul agresse le Congo. Mais je ne suis pas là pour dire qu'il a raison. Mais quand même, si j'ai dit qu'il n'a pas le courage d'accuser les Belges ou la France, a le courage d'accuser le Rwanda. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, le fait, c'est quoi? Même la France, à un moment donné dans son histoire, s'est battue contre des puissances extérieures. Les États-Unis, à un moment dans leur histoire, ils se sont battus contre l'Angleterre pour avoir leur indépendance. Donc, il n'est un secret pour personne que nous avons été colonisés quand même. Et il y a des pratiques qui sont restées. D'ailleurs, si vous suivez un peu, si vous avez suivi un peu les discours récents d'Emmanuel Macron, il dit quoi? La France-Afrique, c'est fini. On va changer ça, on va changer ça. Alors, pourquoi changer ça? Donc, ça veut dire qu'eux, ils faisaient quelque chose de ne pas bon. Qui n'était pas adaptable. Qui n'était pas bon. Non, qui n'était pas bon. Oui. Qui n'était pas bon.
Voilà, aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent en France parmi les intellectuels, parmi les, comment dire, les élus, parmi les députés, des maires, parmi même la société civile, qui disent que, bon, c'est bon comme ça. Arrêtons de déstabiliser les autres, arrêtons de déstabiliser les Africains. Donc, ce n'est pas nous qui nous levons pour dire que non, ce n'est pas comme ça. C'est des faits qui sont là. D'ailleurs, même les rebelles qui sont au nord là, à un moment donné, ils avaient mis en place un gouvernement. Si je ne me trompe pas, le ministre de l'Éducation ou bien des Affaires étrangères comme ça. Oui, de leur, comment dire là, histoire fantoche là, de Azawad. Lui, il a dit, lui, il a dit que c'est la France qui leur a demandé d'abandonner Kadhafi et de venir au nord du Mali, que c'est derrière la France va les aider à avoir leur indépendance. Il a dit. Donc, c'est pas une histoire inventée. Bon, bref, je vais continuer. Est-ce que vous voyez? Donc, l'histoire, c'était de maintenir le Mali sous tutelle. Parce qu'une fois qu'on a une armée capable, une fois qu'on a une armée qui peut se battre, qui peut sécuriser, on ne va plus avoir besoin des autres. Donc maintenant, pour qu'on ait toujours besoin des autres, il faut toujours maintenir l'armée dans une position de faiblesse. Et sur le terrain, on va nous montrer les forces onisiennes. Bon, comme vous n'avez pas d'armée, forcément, vous allez avoir peur. Donc, on va vous envoyer des casques bleus qui vont remplacer l'armée. Mais bon, quand vous allez voir ces casques bleus-là, vous allez dire, ok, d'accord, vraiment, ça va, ça va. Alors qu'ils ne sont pas là pour nous. Preuve, depuis que ces casques bleus sont venus, d'abord, en 2013, 14, jusqu'en 2015, leur mission, c'était quoi? C'est aider l'armée malienne à retrouver, aider l'État malien à retrouver son intégrité territoriale. Depuis que cette force-là est venue, elle n'a jamais posé un acte qui aide notre pays pour la reconquête de notre intégrité territoriale. Jamais. Elle n'a rien fait. À chaque fois qu'on demande à la MINUSMA, attention, vous êtes là, et ça, il dit non, non, nous ne sommes pas venus pour ça. Et à la fin, c'est devenu quoi? Bon, ils sont là pour la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Et quand on a commencé à critiquer, en fait, ils disent non, non. Et ils sont là, pas pour se battre, pas pour autre chose. Alors que dans leur mandat, il était écrit noir sur blanc, défendre la population civile du centre. Ils ne l'ont jamais fait. Donc, bref, c'était pour vous dire que cette force-là n'était jamais venue, n'est pas venue pour nous arranger, pour nos beaux yeux, pour nous aider. C'était dans l'agenda d'autres puissances. Et aujourd'hui, c'est clair, cette puissance qui est la France a des problèmes aujourd'hui avec le Mali. Parce que le Mali a décidé de s'assumer. Le Mali a décidé de s'affirmer, de prendre son destin en main, ce qui dérange l'oppresseur. Donc, la force qui était manipulée par elle, la force qui était sous son contrôle, forcément, cette force va se transformer comment dirais-je là, en un instrument pour accomplir ses besoins. C'est dans ce cadre que l'aménagement s'est transformé petit à petit avec des rapports qui accablent nos autorités, avec des rapports qui accablent l'armée et avec des rapports qui créent même des conflits intercommunautaires. Mais les Nations Unies, c'est-à-dire, est-ce que les responsables au niveau de la Nations Unies ne sont-ils pas au courant de ces manigances? Bon, vous savez que les Nations Unies, c'est une sorte de mafia. Mafia, c'est-à-dire une sorte de partage de gâteaux. On a des instances qui sont là, mais qui ne peuvent rien faire. D'ailleurs, hier ou avant-hier, si vous avez suivi le débat sur l'Israël, Palestine-Israël, vous avez vu que le secrétaire général dit clairement que l'Israël est en train de commettre des génocides de l'autre côté de Palestine. Mais qu'est-ce que les autres ont dit? Le représentant israélien s'est levé, il a même insulté le secrétaire général des Nations Unies. Il a traité les Nations Unies de tous les noms. Et depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Les bombardements continuent. Le secrétaire général, lui, vient et parle après, il rentre à la maison. Il ne peut rien changer au fait. Est-ce que vous voyez? Parce que les 5 qui ont des droits de veto, ils en font ce qu'ils veulent. Maintenant, tant que vous n'êtes pas avec soit un des 5, soit 2, soit 3, ou bien, quand même, tant que vous n'êtes pas avec comment dire, une puissance de ces 5-là, vous n'êtes pas écouté. Raison pour laquelle, à l'époque, nous, quand nous nous manifestions,
il y avait des drapeaux russes. Oui. On demandait l'intervention de la Russie. On demandait à ce que nos autorités commencent à faire des collaborations avec la Russie. C'était pour ça, en fait. Et depuis que cela a commencé, vous avez vu que les choses ont commencé à changer, même diplomatiquement sur le terrain. Sinon, les Nations Unies, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai été là-bas, j'ai vu un peu comment les choses se passent. Donc, l'aménagement qui n'était pas venu pour nous aider, ensuite, l'aménagement qui s'est transformé en un instrument aux mains des puissances oppresseurs, pour nous maintenir sous leur tutelle. Ensuite, l'aménagement qui a essayé de créer des conflits intercommunautaires. Cet ministère ne peut pas nous aider, n'était pas là pour nous aider. Donc, c'est la somme de tout ça qui a fait que le peuple s'est levé à un moment donné pour demander le départ de cette force-là. Et à un moment donné, les autorités également ont vu que vraiment cette force-là n'est pas là pour nous aider. Les autorités également ont demandé son retrait, ce qui a été acté par les Nations Unies. Et vous avez vu que depuis que le retrait a commencé, la première phase s'est passée sans problème, sans incident. Et depuis qu'on est rentré dans la région de Kidal, tout a commencé. Les affrontements, les embuscades, les incidents ont commencé. Pourquoi? Parce que la région de Kidal est contrôlée par les forces. Je ne sais pas comment même qualifier ces forces-là. Mais toutes ces forces-là sont manipulées par d'autres puissances. D'abord, si vous prenez ce qu'on appelle les terroristes, ce n'est pas un secret. Tous les grands terroristes que vous voyez dans le monde aujourd'hui ont été créés par un service secret. Ça, ce n'est pas un secret. Ces terroristes qui étaient venus de la Libye... Mais à quelle fin? Pour déstabiliser. Qu'est-ce qu'ils gagnent dans la déstabilisation? Je vais vous donner un dénominateur commun. Partout où vous voyez des forces terroristes, partout, je dis bien partout, allez demander qu'est-ce qui se trouve dans le sous-sol, partout dans le monde. À chaque fois qu'il y a des terroristes quelque part, c'est que là-bas, le sous-sol est riche. Ah oui. Syrie, Irak, nord du Mali, c'est toujours comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est à des buts économiques. Est-ce que vous voyez? Donc, déstabiliser le nord afin de pouvoir avoir quelque chose comme ça. Donc, ces forces qui sont là, des forces soit rebelles, tantôt terroristes, tantôt narcotrafiquants. Et c'est ces forces-là qui avaient été préparées pour diviser le Mali. Et comme nous ne sommes pas en bon terme avec la France, qui est la puissance extérieure qui manipule ces forces-là, et d'ailleurs, la France l'a dit, que le Mali sera divisé dans les semaines ou bien dans les mois à venir. Tout à fait. Sébastien Lecornu l'a dit. Mais est-ce que cela n'était pas dans une suite logique du fait que l'aménagement devrait se retirer au plus tard le mois de décembre? Ah ben, en quoi peut-être selon ces analyses, nos forces de défense ne seront pas à mesure de contrôler l'intégralité de notre territoire. En quoi le retrait de l'aménagement divise le Mali en deux? En quoi? Si les rebelles qui étaient là étaient dans un accord, les rebelles qui étaient là sont jusqu'à présent dans les institutions. Ils reconnaissent l'État, ils reconnaissent la souveraineté du Mali et ils reconnaissent le principe de l'État unitaire. Ils n'étaient pas dans les histoires d'indépendance. Alors, l'aménagement en retirant, qui allait diviser le Mali? Qui? La France comptait sur qui pour diviser le Mali? S'il n'y avait pas de problème. Mais il y a quelle équation derrière ces dit? Le truc est très simple. Parce que la France a toujours été en collaboration avec ces groupes terroristes et ces groupes rebelles. Elle les manipule quand elle veut. Elle les envoie faire des trucs quand elle veut. Jusqu'à présent, je me pose la question, si la France n'a rien à se reprocher, pourquoi la demande qui a été faite par les autorités maliennes au Conseil de sécurité de tenir une réunion sur les preuves que l'État malien a contre la France, pourquoi jusqu'à présent cette réunion n'est pas lieu? Pourquoi? Mais la question aussi que je me pose, on a eu combien d'opportunités pour parler au niveau de la Nations Unies sans pour autant glisser ces informations lors de nos interventions? C'est très clair.
C'est très clair. On a eu plusieurs... C'est très clair. Il y a des instances de prise de décision. Il y a des instances de débat. Aux Nations Unies, c'est comme ça. On ne parle pas partout. On ne dit pas tout partout. Il y a des sujets pour les débattre. Par exemple, aujourd'hui, il y a un truc qui se passe entre Palestine et l'Israël. On demande au Conseil de sécurité de tenir des réunions d'urgence. C'est au Conseil de sécurité d'en débattre sur ces sujets-là. Et là-bas, on ne vient pas seulement pour parler. Les réunions ont des ordres de jour. Tu ne viens pas seulement parce que nous sommes en train de parler du Mali. Tu ne vas pas venir nous parler du Soudan. C'est comme ça. Donc, on ne peut pas venir comme ça se mettre à parler sur les choses. Donc, toujours revenons sur l'aménagement. Oui, qu'est-ce qui justifie leur retrait comme ça? Ce qui justifie leur... C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Ils sont dans une démarche de s'aimer le désordre au fait. Parce que pour eux, s'ils se retirent en bon ordre, cela va arranger l'État malien, l'armée malienne. Mais s'ils se retirent dans le chaos, en s'aimant le chaos et le désordre, peut-être pour eux, l'armée n'était pas assez préparée ou l'État malien n'était pas assez préparé pour résoudre tous ces problèmes-là. Parce que imagine seulement un départ qui est prévu pour 1 mois, hein, c'est-à-dire 30 jours, au bout de 5 jours, tu te retires. Peut-être tu vas te dire que bon, celui qui devrait venir me remplacer n'est pas encore prêt pour venir me remplacer. Donc le temps qui sera prêt, d'autres forces vont prendre la position et ils vont se renforcer. Est-ce que tu vois? Donc c'est pour des fins comme ça qui a fait que l'aménagement a fait exprès de violer la résolution 2690 des Nations Unies qui lui demandait à chaque retrait de remettre les clés des camps ou des bases aux autorités maliennes. Maintenant, suite à cette justification, quelles seront les conséquences par rapport à la sécurisation ou à la récupération de l'intégralité du territoire au niveau du Kidal? Les conséquences seront pour les forces terroristes. Et pour nous, c'est les avantages. Comment? D'abord, ils ont déjà accès à des équipements. Oui, je sais. Ils ont accès au carburant. Ah, ils ont accès aux véhicules blindés. J'ai compris. Ils avaient des équipements, ils avaient du carburant. Mais est-ce qu'ils ont gagné à Anefis? Jamais. À Anefis, ils n'ont pas gagné, malgré qu'ils avaient du matériel et du carburant. Ils n'ont pas gagné. Je vous dis que les conséquences, c'est pour les terroristes. Pour l'armée malienne, c'est des avantages. Le retrait de l'aménagement va faire de telle sorte que l'armée malienne sera présente partout sur le territoire national. Ça, c'est des avantages. Et le fait que l'armée malienne sera partout sur le territoire national, ça va réduire le mouvement, les va-et-vient des groupes terroristes et les narcotrafiquants. Parce que partout où il y avait les bases de l'aménagement, c'était des zones qui étaient en quelque sorte contrôlées par des terroristes, soit par des narcotrafiquants. Parce que l'aménagement était là, elle ne bougeait pas, elle ne faisait rien. Et les terroristes et les narcotrafiquants faisaient leur affaire tout près de la base. L'aménagement ne branchait pas. Donc c'est comme si c'était même des voies, des passoires pour les terroristes et les narcotrafiquants. Donc le fait que l'armée sera présente dans cette zone-là, ça va couper ces chemins-là. Est-ce que tu vois? Le chemin du drogue va être coupé, le chemin du terrorisme va être coupé. Donc ces gens-là n'auront plus ni les moyens, ni le temps de se ravitailler, ni même le temps de s'infiltrer ou bien de rentrer. Ils seront contrés par l'armée malienne. Ça, c'est des avantages. Et l'autre avantage, c'est quoi? En voulant récupérer ces emprises-là, comme stipulé dans la résolution 2690, les terroristes ont décidé de déclarer la guerre à l'armée malienne. Ça aussi, c'est des avantages. Est-ce que vous voyez? Les terroristes ont décidé de déclarer la guerre à l'armée malienne. Alors que ces terroristes-là, c'est les mêmes personnes que les rebelles. Donc, et tout le monde voit aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain. C'est l'armée malienne qui prend le dessus sur les terroristes. Donc, en d'autres termes, c'est comme si c'est l'armée malienne qui est en train de prendre le dessus sur toutes les forces néfastes sur le terrain. Et au bout du chemin, qu'est-ce qui va se passer? L'armée va neutraliser toutes ces forces-là. Et quelle force va rester sur le terrain? C'est l'armée malienne. Une fois que l'armée malienne sera la seule force qui va rester sur le terrain, le contrôle sera pour l'armée malienne. Et une fois que le contrôle reviendra à l'armée malienne, le banditisme, le terrorisme, la rébellion, ça va prendre fin. Maintenant, en parlant des narcotrafiquants,
il me semble qu'il y a des opérations de vente de drogue, etc. Est-ce que la population qui vit, c'est-à-dire les populations qui vivent là-bas ont le pouvoir d'achat de telle sorte qu'ils s'acquièrent de ces produits toxiques, de ces produits... Non, la drogue ne leur est pas destinée. Au fait, il y a 3 sortes de trafic, au fait. Il y a le trafic de drogue, trafic d'êtres humains et trafic de marchandises. Trafic d'êtres humains? Oui. Pourquoi faire avec ça? Il y a des gens qui passent par Kidal, ensuite pour pouvoir atteindre la Libye, soit l'Algérie, ensuite aller en Europe. Donc il y a des passeurs qui sont là, soit comment dire là, pour les vendre, ainsi de suite comme ça. Et il y a d'autres également qui amènent des marchandises, soit de la Libye, non pas de la Libye, soit de l'Algérie ou ailleurs, par trafic, pour contourner les douanes. Donc ils viennent ça, ils vendent ça soit à Tombouctou, à Gao, à Kidal, ainsi de suite dans la zone. Et le troisième, comment dire, il y a également ceux qui font le commerce de la drogue. Et ça, c'est transnational et même international. Tu vois, non, ça quitte souvent le Burkina, soit ça quitte souvent la Colombie, ensuite ça vient par ici, ça passe par ici, soit ça quitte ici, ça va en Italie, soit ça quitte ici, ça va jusqu'aux États-Unis. Est-ce que tu vois? Donc il y a ces 3-là qui sont là sur le terrain. Tout n'est pas destiné à la population locale, mais les marchandises sont destinées à la population locale. Trafic d'êtres humains, population locale, mais trafic de drogue, ça c'est destiné soit à l'Europe ou l'Amérique latine ou l'Amérique du Sud. Merci d'avoir donné cet éclaircissement. Maintenant, nous parlons de ces opérations du retrait de l'amunissement au niveau du camp de Kidal. Actuellement, quelle analyse feriez-vous et quelle opportunité pouvez-vous ressortir à partir de cette analyse si l'intégralité du territoire de Kidal revient à nos forces de sécurité? Quelle opportunité après la libération? Ça, c'est le développement. Le développement. Non. Le développement après la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur le terrain, vous voyez à la longueur de la journée, les agriculteurs sont menacés, sont persécutés. Donc, si eux n'arrivent pas à faire leur agriculture, comment est-ce que le pays va se nourrir? Si le pays n'arrive pas à avoir l'autosuffisance alimentaire, qu'est-ce qui va se passer? Les gens auront faim. Et les produits de première nécessité, les prix vont flamber. Et ce qui va faire qu'à la fin, il y aura une crise. Maintenant, si nous avons la sécurité, ceux qui sont là pour faire l'agriculture, eux, ils auront le temps, la sécurité pour aller au champ. Maintenant, ceux qu'eux, ils vont produire, ils vont d'abord consommer sur le plan local. Le reste, là, ils vont vendre ça dans le reste du Mali. Et ce qui va faire que nous aurons l'autosuffisance alimentaire. Ainsi de suite. Parce qu'il n'y a pas de commerce sans sécurité. Il n'y a pas d'agriculture sans sécurité, il n'y a pas l'élevage sans sécurité, il n'y a pas de pêche sans sécurité. Et une fois qu'on aura la sécurité, on aura les éleveurs, ça va aller, l'agriculture, l'élevage, ainsi de suite, le commerce, tout va rentrer dans l'ordre. Et ce qui va faire qu'on va avoir le développement. Et deuxièmement, le budget même qui est alloué à la guerre pour acheter des armes, pour acheter du carburant, pour transporter les éléments sur le terrain, leur nourriture. Et ce budget-là sera destiné à autre chose. Ça va peut-être servir à construire des hôpitaux, des routes, des chemins de fer, des usines, etc. Ça va donner du travail à la population, ça va donner du travail aux Maliens. Des écoles par-ci, par-là. Ça va permettre même à notre éducation d'avoir une bonne qualité. Parce qu'en ce moment, nous aurons du quoi à injecter dans l'éducation. Donc, vous voyez que la paix, la sécurité a plusieurs retombées. Et tout ça, on ne peut pas l'avoir tant qu'on n'a pas le contrôle sur le terrain. Et alhamdoulilah, aujourd'hui sur le terrain, l'armée est en train de pousser petit à petit et voilà, à la vitesse où les choses fonctionnent actuellement, je pense que dans les mois à venir, on va boucler. Ça va boucler. On va boucler. Vous vous référez sur quoi? J'ai dit on va boucler. Je me réfère tout simplement sur ce qui est en train de se passer actuellement à ce moment, actuellement même à Kidal. Actuellement, qu'est-ce qui se passe actuellement à Kidal? Il y a eu 2 événements. 2 événements. Le deuxième événement même est en cours. Le premier événement, c'était quoi? Vers 16h, 17h comme ça. Vous savez, il y a les terroristes et il y a la branche politique qui est le CSP. Et il y avait des éléments du CSP dans le camp. Vers 16h, 17h,
les terroristes sont arrivés pour chasser les éléments du CSP du camp. Le camp de Kidal qui était occupé par la MINUSMA. Et ce soir, l'armée a commencé à bombarder. Ce soir même? Ah ouais, ce soir même. Et actuellement, où je vous parle, il y a des bombardements, il y a des drones qui sont en train de frapper des positions dans le camp. Les drones sont en train de frapper des terroristes dans le camp. Waouh! Avant de rentrer dans le studio, j'ai eu plusieurs témoins dans la ville de Kidal même qui ont confirmé qu'effectivement, il y a des frappes en cours. Et ce qui va faire que dans les heures à venir, ils vont plus bagages. Waouh! Que le bon Dieu nous assiste. Amen. Qu'il nous protège contre des esprits expiels, des esprits malsains. Ça va aller. Ok. Ça va aller. Maintenant, est-ce que le fait de se cantonner dans le camp abandonné par la MINUSMA ne sera pas une occasion pour l'armée malienne d'économiser ses ressources, à ne pas perdre plus de balles, parce que s'ils sont cantonnés dans un seul lieu, les frappes seront plus faciles. Non, en fait, la différence même avec Serval et Barkhane, c'était les moyens aériens. À l'époque, nous, on n'en avait pas. C'est ce qui a fait qu'à l'époque, nous, on avait des difficultés. Parce que l'époque moderne même, actuellement, la guerre ne se fait pas trop avec les chars et les autres là, et les blindés. La guerre se fait aujourd'hui avec des avions de combat, des avions de chasse, des hélicos, des drones, etc. Donc quand on a ça, ça fait moins de pertes en vies humaines, ça fait même moins de dépenses. Et actuellement, l'armée malienne, l'armée de l'air malienne aujourd'hui est tellement garnie, est tellement fournie que on peut faire un mois de combat. On ne va pas utiliser 2 avions. On ne va pas utiliser un avion 2 fois. C'est ce que je veux dire. Chaque jour, on va aller frapper avec un avion. Un nouveau. Le lendemain, on va aller frapper avec un autre avion. Mais maintenant, j'espère qu'on n'est pas dans les propagandes. Non, bon, la propagande, ça fait partie de la guerre. Au fait, vous savez, c'est toujours... ces gens... Vous savez, c'est toujours... c'est juste la communication. À chaque fois, ils essaient de saboter quelque chose, alors qu'au fond, eux-mêmes savent que c'est pas mauvais. Mais quand ils viennent te traiter de propagandiste ou bien de propagande, toi-même, tu vas te sentir frustré. Tu vas te dire, bon, la propagande, c'est quoi la propagande? Alors que la propagande, c'est quoi? Ça fait partie de la guerre. Hitler avait un ministre de la propagande. L'URSS en avait la même chose. Aujourd'hui, les États-Unis ont des instruments de propagande. La France, pareil. Okay. La propagande n'est pas autre chose. C'est de la communication. Est-ce que tu vois? La propagande, c'est juste ça. La propagande est différente du mensonge. Il faut que les gens comprennent ça. Faire la propagande et mentir, ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu vois? Les militaires sont sur le terrain. Je viens de te dire que les drones ont frappé. Mais magnifier ça, ce n'est pas mentir. Mais ça, c'est de la propagande. Mais ce n'est pas mentir. Mentir, c'est de dire qu'il y a eu des frappes alors qu'il n'y a rien. Ça, ce n'est pas de la propagande. Ça, c'est du mensonge. Okay. La propagande, ça fait partie de la guerre. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. C'est juste la communication. D'accord. Voilà. Merci d'avoir donné assez d'éclaircissements par rapport à ce point. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible, de commentaires, pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques de notre société. Alors là, place à notre deuxième thème qui porte sur les délestages intempestifs de l'EDM. Aujourd'hui, Monsieur Mementa, nous assistons à des coupures en longueur de la journée, même dans la nuit. Souvent, nous avons l'électricité à 3h30 du matin, souvent à 5h du matin, pour encore répartir à partir de 7h, 8h. Concrètement, est-ce que vous êtes satisfait du service fourni par l'EDM? Est-ce que vous constatez une amélioration ces derniers jours dans la prestation effectuée par l'EDM? D'abord, je pense que les efforts qui sont en train d'être menés sur le terrain sont quand même réjouissants. Parce que j'ai vu le 1er et le 2, le ministre de l'énergie au Niger, à l'ouverture, comment dire là,
des infrastructures pétrolières. Voilà, donc c'est des trucs qui peuvent nous donner l'espoir que dans les jours ou bien dans les mois à venir, il y aura des solutions. Parce qu'en fait, le truc n'est pas venir dire qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. On en a assez parlé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Les solutions qui sont là, les efforts qui sont en train d'être déployés sur le terrain. Moi, je préfère me concentrer sur ça. Parce que comme vous venez de dire, même actuellement, là où on part, il y a des coupures quelque part. En ville, ce matin, c'était pas. Mais il y avait, si vous avez remarqué un peu, dans cette histoire de transition, à chaque fois, il y a des problèmes. Mais à chaque fois qu'il y a des problèmes, il y a après des solutions. Et ces solutions-là, ces solutions-là font de telle sorte qu'on ne revient plus sur les mêmes problèmes. Au début, nous avons des problèmes de sécurité. Vous avez vu qu'au fur et à mesure, les autorités en place ont pu mettre des mécanismes en place qui ont fait qu'aujourd'hui, nous avons une armée. Est-ce que vous voyez? Et il y a beaucoup d'autres domaines, c'est comme ça. Donc l'énergie également, c'était un domaine qui était presque mourant depuis des années. Imaginez un pays qui fonctionne avec du carburant. Ça quand même, on ne peut pas tenir. Donc le fait que le problème est arrivé à un certain niveau, ça oblige les acteurs à se débrouiller, ça oblige les acteurs à chercher des solutions pérennes pour le problème. Et c'est ce qui fait que moi, j'ai vu, le ministre en Russie, avant-hier, c'était le Niger, et nous avons des produits pétroliers qui sont en Guinée, qui doivent arriver peut-être la semaine prochaine. C'est des milliers, voire des millions de litres de carburant. Ensuite, d'autres doivent également venir de l'autre côté du Niger, ce qui va faire que sur le terrain, dans les semaines ou bien peut-être dans les mois à venir, petit à petit, il y aura moins de coupures, il y aura moins de délestage. Et ensuite également, il y a des solutions, il y a d'autres solutions également qui ont été proposées, qui sont même pas en étude, qui sont en train d'être mises en œuvre sur le terrain, c'est-à-dire les centrales éoliennes, non même pas nucléaires, d'abord l'énergie verte, l'énergie éolienne, qui ont été discutées de l'autre côté de la Russie et après des centrales nucléaires. Donc moi, je pense qu'il y a des efforts qui ont été fournis et ces efforts-là, peut-être, on va souffrir un peu pendant une semaine, 2 semaines et après, je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre. Ok. Quel a été l'impact de ces coupures sur les activités locales? Quand il n'y a pas d'électricité, tout s'arrête. Même faire des émissions, si on n'a pas de groupes électrogènes, ça ne peut pas marcher. Ouais. Voilà, tout est lié actuellement à l'électricité. Vous voyez les usines. Déjà, l'obscurité est un facteur d'insécurité d'abord. S'il n'y a pas de lumière, les endroits sont propices au petit banditisme et autres là. Ensuite, il y a aujourd'hui beaucoup de... aujourd'hui, même les mécaniciens, les tailleurs, tout le monde travaille aujourd'hui avec l'électricité. Donc, s'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas l'énergie, c'est l'économie même qui en souffre. Et c'est ce qui fait qu'il faut obligatoirement des solutions et rapidement. Parce qu'aujourd'hui, tu passes partout, tu vois, il y a des bureaux qui sont fermés, il y a des ateliers qui sont fermés. Certains te disent qu'ils sont là en train d'attendre le courant. D'autres vont te dire que bon, ils sont fatigués d'attendre et ils vont rentrer. Donc, ce qui fait que l'économie souffre. Voilà, donc sans énergie, il y a beaucoup de problèmes. Mais ce qui est le plus important, je répète encore, c'est l'effort qui est en train d'être mené sur le terrain. Mais on peut espérer bien sur l'électricité d'ici combien de temps? C'est ce que je vous ai dit. Je dis dans les semaines à venir, les choses vont commencer à rentrer dans l'ordre. D'autres disent que le problème n'est pas uniquement un problème de carburant. Oui, il y a de la mauvaise gestion qui est là. Il y a des gens qui ont été interpellés. Beaucoup même ont été interpellés. Certains ont été écoutés. D'autres également seront interpellés et écoutés plus tard. Il y aura des aménagements un peu partout. Voilà. Donc, de ce côté-là également, il y a des efforts qui sont en train d'être menés sur le terrain. Mais vous savez que la justice aussi a son temps. Ce n'est pas comme les gens veulent. La justice ne vient pas t'arrêter le matin, te juger le soir et le lendemain tu payes ou bien tu rembourses. Ce n'est pas comme ça. Oui. Voilà.
D'accord. Merci vraiment pour cet éclaircissement à l'endroit de nos chers abonnés de la plateforme de l'ouverture média. Et vos mots de fin de ce numéro spécial. Je vous remercie beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Je vous Et en prie. actuellement, s'il y a des gens qui nous regardent à Kidal, j'aimerais juste dire à la population que l'armée n'a rien contre la population. Et les efforts de l'armée ne visent pas la population. C'est-à-dire ne visent pas à, comment dirais-je là, à poser des actes contre la population. D'ailleurs, l'armée va à Kidal pour protéger la population. L'armée ne va pas contre une ethnie. L'armée ne va pas contre, comment dire là, contre un clan. L'armée va à Kidal pour sécuriser. Kidal pour sécuriser la population afin que les enfants puissent aller à l'école, afin que les médecins puissent aller travailler dans les hôpitaux, afin que les enseignants puissent aller enseigner. Voilà des raisons pour lesquelles l'armée est en train de se battre pour prendre le contrôle de Kidal aux mains des terroristes. Donc que la population ait confiance à l'armée et soutienne l'armée sur le terrain. Il ne faut pas que la population tombe dans le jeu des terroristes. Je leur demande tout simplement de revenir un peu en arrière. Ça fait à peu près 10 ans que ces terroristes-là contrôlent Kidal et sont à Kidal. Est-ce qu'ils ont pu donner ne serait-ce qu'une seule école à Kidal? Est-ce qu'ils ont pu construire ne serait-ce qu'un hôpital à Kidal? Est-ce qu'ils ont pu construire ne serait-ce qu'une simple route à Kidal? Non. Ils ont empêché les enfants de Kidal d'aller à l'école. Ils ont empêché les femmes d'aller accoucher dans des hôpitaux, dans les meilleures conditions. Ils ont empêché les commerçants de bouger. Et aujourd'hui, l'armée est à Kidal, l'armée va à Kidal pour mettre fin à tout ça. Donc il faut que la population soutienne l'armée contre ces bandits, contre ces terroristes. Je vous remercie beaucoup. D'accord. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de faire le maximum de commentaires possible et le maximum de partage pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques de notre société. C'était tout pour ce soir. On se donne rendez-vous à un prochain numéro. À plus.